La villa de Neuilly-sur-Seine était un chef-d'œuvre de perfection glacée. Chaque meuble design était à sa place. Chaque baie vitrée offrait une vue impeccable sur un jardin manucuré où pas une seule feuille n'osait déranger l'ordre. C était un monde de lignes épurées, de tons neutres et de silences calculés. Un sanctuaire de contrôle et de réussite que Élise Dubois avait bâti de ses propres mains. Pourtant, ce silence N était jamais paisible. Il était lourd, tendu, comme l'air avant un orage. Ce jour-là, un son vint le briser, non pas comme un coup de tonnerre, mais comme une alarme stridente et désespérée qui ne pouvait plus être ignorée. C était le cri de son fils, Hugo, un son perçant qui semblait déchirer la trame même de cet univers impeccable, révélant la fragilité de tout ce qu'elle avait construit pour se sentir en sécurité. Quand Élise entra dans le salon, son élégance habituelle semblait déplacée face à la détresse brute de son enfant. Vincent était là, tenant le petit garçon de 2 ans contre lui avec une aisance presque théâtrale. Il se balançait doucement, le visage empreint d'une patience feinte, murmurant des paroles apaisantes qui n'atteignaient pas leur cible. En voyant Élise, il lui offrit un sourire rassurant, un sourire qu'elle avait autrefois trouvé charmant, mais qui commençait à lui paraître vide. Il s'ennuyait de sa maman, c'est tout, dit-il de sa voix calme et posée, la même excuse qu'il servait à chaque fois. Il présentait l'image parfaite du beau-père dévoué, mais les pleurs d'Hugo racontaient une toute autre histoire. Une histoire de panique que les mots de Vincent ne parvenaient plus à étouffer. Élise prit son fils dans ses bras, s'attendant à ce que les pleurs s'apaisent, comme ils le faisaient toujours. Mais, cette fois, ce fut différent. Le petit corps d'Hugo se raidit contre elle, ses sanglots se transformant en halètements de pure terreur. Elle le serra plus fort, cherchant son regard, et ce qu'elle y vit lui glaça le sang. Ce haine n'était pas le caprice d'un enfant qui avait manqué sa mère. C'est était une peur viscérale, profonde, une terreur qui la fixait depuis les yeux innocents de son propre fils. Dans ce regard, elle ne vit pas un enfant, mais une victime. La phrase de Vincent résonnait encore dans la pièce, mais elle sonnait désormais faux, comme une dissonance stridente dans une symphonie soigneusement orchestrée. La façade de leur famille parfaite venait de se fissurer, laissant entrevoir une vérité monstrueuse, juste sous la surface. Le monde autour d'Élise sembla s'effacer. Le salon luxueux, les meubles de créateur, tout disparut. Il ne restait plus que le poids tremblant de son fils dans ses bras et la vérité insoutenable qui la frappait en plein cœur. Son intuition maternelle, cette voix qu'elle avait si longtemps réduite au silence pour préserver son rêve d'une famille idéale, hurlait maintenant en elle. Comment avait-elle pu être si aveugle? Un calme glacial s'empara d'elle, non pas un calme de paix, mais celui d'une certitude inébranlable. Sa quête de perfection venait de s'achever, remplacée par une mission bien plus primale, protéger son enfant. Parfois, on refuse de voir une vérité trop douloureuse, et c'est dans ces moments qu'on se sent le plus seul. Si ce récit vous parle, songez à vous abonner pour nous aider à partager d'autres histoires qui méritent d'être entendues. Le passé d'Élise était une architecture de souvenirs soigneusement agencée, conçue pour justifier le présent. Elle avait rencontré Vincent lors d'un gala de charité, un homme au sourire facile et au charme désarmant, qui semblait être la pièce manquante de son puzzle existentiel. Il était l'incarnation de la stabilité et de l'élégance, un partenaire qui non seulement acceptait son succès, mais semblait l'admirer. Pour une femme qui avait construit sa vie comme une forteresse contre le chaos de son enfance, il était le gardien parfait. Elle se souvenait avec une clarté douloureuse des premiers mois, de la façon dont il tenait Hugo, de la douceur de sa voix lui lisant des histoires. Elle s'était permis de croire, avec une ferveur désespérée, qu'elle avait enfin réussi à construire non seulement une maison, mais un foyer. Les premiers indices étaient des fissures microscopiques dans la façade immaculée de leur bonheur. Une impatience à peine perceptible dans la voix de Vincent lorsque Hugo pleurait trop longtemps, une poigne un peu trop ferme sur son petit bras pour le retenir. Élise, experte en rationalisation,
mettait cela sur le compte du stress, de la fatigue, de sa propre anxiété de mère. Elle se reprochait sa méfiance, la considérant comme une séquelle de sa propre histoire, une incapacité à accepter le bonheur sans réserve. Elle se souvenait d'un après-midi au parc, où Hugo était tombé. Vincent l'avait relevé brusquement, murmurant « Arrête ton cinéma ». À ce moment-là, une alarme silencieuse avait retenti en elle, mais elle l'avait éteinte. Choisissant de croire à l'illusion plutôt qu'à l'instinct, terrifiée à l'idée que son chef de œuvre familiale puisse être imparfait. Cette quête obsessionnelle de la perfection n'était pas née du hasard, mais d'une enfance passée dans un appartement exigu et bruyant de la banlieue parisienne, où chaque jour était une lutte pour la survie émotionnelle et financière. Sa réussite professionnelle était sa vengeance contre ce passé, un rempart de verre et d'acier contre la précarité. Elle s'était juré que son fils ne connaîtrait jamais le manque, ni l'insécurité qui avait rongé sa propre jeunesse. Vincent, avec son nom de famille respecté et son aisance naturelle, était plus qu'un compagnon. Il était la validation ultime de son ascension sociale, la dernière pierre à l'édifice de sa vie réinventée. Admettre qu'il était un monstre, était admettre que les fondations mêmes de son existence étaient pourries. Et cette vérité était plus terrifiante que n'importe quelle solitude. L'idée d'une caméra cachée lui vint dans un moment de lucidité glaçante, un acte de trahison envers l'homme qu'elle voulait aimer et envers le rêve qu'elle s'acharnait à préserver. Elle l'acheta en ligne, la fit livrer à son bureau pour ne pas éveiller les soupçons et l'installa une nuit, les mains tremblantes, dans le œil en peluche d'un ours posé sur une étagère de la salle de jeu. Pendant plusieurs jours, elle lutta contre l'envie de regarder les enregistrements, se traitant de paranoïaque, de mère indigne qui doutait de son partenaire. Elle s'efforçait de voir les gestes de Vincent comme de la tendresse, ses paroles comme de la maladresse. Mais le silence d'Hugo en sa présence, ses petits sursauts lorsqu'il entrait dans une pièce, étaient des témoignages muets que son cœur de mère ne pouvait plus ignorer. La nuit où elle visionna la vidéo fut celle où son monde s'effondra définitivement. Assise seule dans son bureau high-tech, la maison plongée dans un silence de mort, elle appuya sur lecture. Écran montrait une scène d'une banalité trompeuse. Vincent lisant sur le canapé, Hugo jouant à ses pieds, puis le petit garçon fit tomber une pile de cubes en bois. Sans un mot, sans un cri, Vincent se leva. Le masque de bienveillance tomba, révélant un visage d'une froideur absolue. Il s'approcha d'Hugo, le saisit par sa touffe de cheveux blonds et le souleva du sol. Le corps minuscule de l'enfant se balançait, ses jambes s'agitant dans une panique silencieuse. Il n'y eut aucun son, ni de la part de l'homme, ni de celle de l'enfant. Était cette absence de bruit qui rendait la scène insoutenable, une violence pure, distillée et muette. Un cri resta coincé dans la gorge de Élise. Une vague de nausée et de dégoût la submergeant. Elle rembobina encore et encore, se forçant à regarder, chaque visionnage étant un coup de poignard dans son déni. L'homme sur cette vidéo n'était pas Vincent. Était un prédateur qui avait usurpé son visage, un monstre qu'elle avait invité à s'asseoir à sa table, à border son fils. La culpabilité la frappa avec la force d'un poing en pleine poitrine. Elle, l'architecte qui planifiait chaque ligne, chaque angle. Comment avait-elle pu être si aveugle à la pourriture qui rongeait sa propre maison? Elle avait passé sa vie à construire des structures pour protéger les autres, mais avait échoué à protéger la seule personne qui comptait vraiment. Sa perfection était une prison, et son fils en était le captif. Son premier réflexe fut la fuite. S'enfuir au milieu de la nuit, prendre Hugo et ne jamais revenir. Mais la peur la clouait sur place. Vincent était influent, sa famille puissante. Il la dépeindrait comme une femme instable, une mère hystérique et menteuse. Le système, elle le savait, était souvent plus enclin à croire un homme de son statut qu'une femme en détresse. Elle se sentit submergée par un sentiment d'impuissance. C'est alors que son regard se posa sur le moniteur de surveillance dans la chambre de son fils, montrant son visage endormi, paisible.
Une fureur froide et primale remplaça la peur. Il ne s'agissait plus de sa réputation ou de ses rêves brisés. Il s'agissait de la vie de son fils. Parfois, le chemin vers la justice commence par un premier pas terrifiant, dans la solitude la plus totale. Votre soutien en vous abonnant nous permet de continuer à raconter ces combats qui changent des vies. Dès le lendemain, Élise devint une stratège. La douleur et la rage furent mises de côté, remplacées par une efficacité glaciale. Elle continua de jouer son rôle à la perfection, saluant Vincent avec un sourire vide, son cœur battant à tout rompre à chaque fois qu'il s'approchait d'Hugo. Pendant qu'il était au bureau, elle agissait. Elle contacta discrètement une avocate réputée, spécialisée dans les violences faites aux enfants. Elle téléchargea la vidéo sur un cloud sécurisé, en fit plusieurs copies qu'elle cacha. Elle commença à tenir un journal détaillé, y consignant chaque souvenir, chaque échymose qu'elle avait ignorée, chaque excuse qu'elle avait acceptée. L'architecte en elle reprenait le contrôle, non plus pour bâtir une illusion, mais pour assembler un dossier en béton armé, une structure de vérité indestructible. Sa première confrontation avec le système judiciaire fut une épreuve de plus. Au commissariat de Neuilly, elle sentit le poids des préjugés. Une femme riche, élégante, accusant son partenaire tout aussi respectable. Les questions des policiers étaient polies, mais empreintes d'un scepticisme latent. Êtes-vous en procédure de séparation? Il n'avait jamais été violent auparavant. Son statut, qui aurait dû la protéger, jouait contre elle, la faisant passer pour une femme potentiellement calculatrice et vengeresse. Elle comprit qu'elle ne se battait pas seulement contre un homme, mais contre une perception, contre l'idée tenace que de telles horreurs n'arrivent pas dans les belles maisons, derrière les portes closes des quartiers chics. Son intuition était son seul allié, mais elle n'avait aucune valeur juridique sans preuve. La présentation de la vidéo changea tout. Le silence qui s'installa dans le bureau du commissaire était plus lourd que n'importe quelle parole. Le doute sur les visages fut remplacé par une expression de choc et de dégoût. La machine administrative se mit alors en marche, mais avec une lenteur exaspérante. Élise dut raconter son histoire à plusieurs reprises, chaque récit ravivant le traumatisme. Elle se sentait observée, jugée, disséquée. Pendant ce temps, elle devait rentrer chaque soir dans la villa, partager le même toit que le monstre, protéger son fils par une vigilance de tous les instants. Chaque dîner était une performance. Chaque nuit, une attente angoissante. La maison de ses rêves était devenue un territoire ennemi, et elle était une espionne dans sa propre vie. L'évasion fut planifiée avec la précision d'une opération militaire. Profitant d'un déplacement professionnel de Vincent à Genève, Élise agit. En quelques heures, elle rassembla l'essentiel, les papiers d'identité, les documents juridiques et surtout le disque dur contenant la preuve. Elle abandonna tout le reste. Les vêtements de créateurs, les œuvres d'art, le mobilier design. Rien de tout cela n'avait plus de valeur. Était le décor d'une vie qui n'avait jamais été réelle. Elle installa Hugo endormi dans son siège auto et quitta la villa au cœur de la nuit, sans un regard en arrière. Elle trouva refuge dans un appart-hôtel anonyme de l'autre côté de Paris, un lieu sans âme qui lui offrit paradoxalement le premier vrai sentiment de sécurité depuis des mois. La neutralité des lieux était un baume sur la complexité de sa douleur. Dans l'espace confiné de cette chambre d'hôtel, une nouvelle vie commença. Dépouillée de ses obligations sociales et de sa carrière, Élise se consacra entièrement à Hugo. Elle le regardait jouer pendant des heures, redécouvrant les nuances de son rire, un son qu'elle réalisait avoir à peine entendu ces derniers temps. Il construisait des cabanes avec des draps, lisait des dizaines de livres et partageait des repas simples sur une petite table. Lentement, elle vit la peur s'effacer des grands yeux de son fils, remplacée par une confiance nouvelle. C'est dans cette simplicité qu'Élise commença sa propre guérison. Elle comprenait que sa mission, n'était pas seulement d'obtenir justice, mais de reconstruire un monde pour son fils, un monde où il serait non seulement en sécurité, mais où il aurait le droit d'être simplement un enfant. Le jour du procès arriva, non comme une tempête, mais comme une chape de plomb.
La salle d'audience du tribunal de grande instance de Paris était un espace froid, lambrissé de bois sombre, où la justice semblait être une affaire de procédure plus que d'humanité. Élise était assise, droite, son élégance habituelle servant d'armure. L'avocat de la défense, un homme au verbe acéré et au sourire condescendant, la soumettait à un contre-interrogatoire brutal. Il disséquait sa vie, ses ambitions, sa quête de perfection, tentant de la dépeindre comme une femme calculatrice, une mère instable, qui aurait tout inventé pour se débarrasser d'un compagnon devenu encombrant. Chaque question était une insulte voilée, chaque insinuation, une pierre jetée sur sa crédibilité. Elle sentait les regards des jurés, du public, un mélange de pitié et de suspicion, et pendant un instant, la solitude menaça de la submerger. Puis, son regard croisa celui de Vincent. Il était assis, impassible, l'incarnation même de l'innocence outragée, mais pour la première fois, elle ne vit ni le charmeur qu'elle avait aimé, ni le monstre de la vidéo. Elle ne vit qu'un vide abyssal, une absence totale de âme. Et dans cette vision, toute sa peur se dissipa, remplacée par une clarté glaciale. Hélène n'était plus la victime dans le box des accusés, ni l'architecte de sa propre ruine. Elle était la gardienne d'une vérité simple et terrible. L'avocat posa une dernière question rhétorique, pleine de mépris. « N'est-il pas vrai, Madame Dubois, que votre imagination vous a joué des tours ?» Le silence s'installa, lourd d'attente. Élise prit une profonde inspiration, non pour se défendre, mais pour enfin parler au nom de celui qui ne le pouvait pas. Sa voix, lorsqu'elle se éleva, était calme, dénuée de toute haine ou de tout drame. « Vous avez raison sur un point, maître, » commença-t-elle. « Surprenant l'assemblée, j'ai été aveugle. J'ai passé des années à construire une vie parfaite, une maison parfaite, une illusion de famille parfaite. J'y étais tellement obsédé par l'esthétique du bonheur que j'en ai ignoré les fondations pourries. » Elle ne regardait plus l'avocat, mais les jurés, un par un, comme pour leur confier une douloureuse confession. « Mon échec n'est pas d'avoir imaginé des horreurs. Mon échec est de ne pas avoir voulu les voir. J'ai mis mon ambition avant mon instinct. J'ai fait taire la petite voix qui me disait que quelque chose n'allait pas, parce qu'admettre la vérité aurait signifié que mon chef de œuvre était un mensonge. » Elle se tourna alors lentement vers Vincent, le fixant droit dans les yeux. Le vide dans son regard ne l'intimidait plus. « J'ai peut-être échoué à voir qui vous étiez vraiment, » continua-t-elle, sa voix gagnant en force tranquille. « Ah, mais je n'échouerai plus jamais à protéger mon fils. Dans cette maison silencieuse et impeccable que j'avais bâtie, ses pleurs étaient la seule chose vraie. Ce N n'était pas des caprices, C était une alarme, C était la vérité qui criait pour être entendue. Et j'ai enfin appris à l'écouter. Sa peur était réelle, sa douleur était réelle, et c'est la seule vérité qui compte aujourd'hui. » Un silence absolu tomba sur la salle. Un silence si profond qu'il semblait absorber tout l'oxygène. Elle avait transformé sa culpabilité en une arme de vérité, et personne n'osait la contredire. Le verdict fut prononcé quelques heures plus tard. Le mot « coupable » résonna contre les murs de bois, non comme un cri de victoire, mais comme la confirmation sobre et nécessaire d'une réalité effroyable. Élise ne pleura pas, ne sourit pas. Elle ressentit simplement le poids écrasant qui pesait sur ses épaules depuis des mois se soulever, doucement, comme une brume matinale. La justice N n'était pas une vengeance, C était une validation. La validation de son instinct de mère, de la souffrance silencieuse de son fils. En sortant du tribunal, la lumière du jour lui parut plus vive, l'air plus léger. Elle n'avait pas gagné une bataille contre Vincent. Elle avait gagné la bataille pour la vérité. Et dans cette victoire silencieuse, elle trouva la force de commencer à reconstruire, non plus une maison parfaite, mais un foyer sûr. Les mois qui suivirent le verdict furent ceux d'un démantèlement méthodique. La villa de Neuilly, ce mausolée de perfection glacée, fut vendue sans une once de regret. Élise ne la voyait plus comme son chef-d'œuvre, mais comme la scène d'un crime, un décor de théâtre où elle avait joué le rôle de l'aveugle volontaire. Elle choisit un grand appartement haussmannien près du jardin du Luxembourg.
Un lieu rempli de lumière, avec des parquets qui craquaient et un désordre joyeux qu'elle apprenait à chérir. Pour la première fois, des jouets d'enfants traînaient dans le salon, et le son le plus fréquent était plus le silence tendu, mais le rire cristallin d'Hugo qui rebondissait contre les hauts plafonds. Elle abandonna les lignes épurées pour les contours chaleureux d'une vie enfin authentique, une vie construite non plus sur l'apparence, mais sur la sécurité et l'amour. Sa douleur personnelle, loin de la briser, fut le ciment d'une nouvelle construction. Avec la même précision et la même détermination qu'elle mettait autrefois dans ses plans d'architecte, Élise créa une fondation qu'elle nomma « Les Voies silencieuses ». Son objectif était simple et direct, offrir un soutien juridique, psychologique et financier aux parents, majoritairement des mères, qui se retrouvaient piégées dans des situations de violence intrafamiliale, souvent face à un système sceptique. Elle utilisa son réseau, sa fortune et son nom, non pas pour la gloire, mais pour bâtir des refuges, financer des avocats spécialisés et créer des groupes de parole. Elle travaillait dans l'ombre, transformant sa culpabilité passée en une force protectrice pour d'autres, s'assurant que plus aucune alarme hurlée par un enfant ne resterait sans réponse, simplement parce que la façade de la maison était trop belle pour être remise en question. Le temps avait fait son œuvre, tissant un baume sur les cicatrices invisibles. Un après-midi d'automne, 3 ans plus tard, Élise regardait Hugo, maintenant âgé de 5 ans, courir dans les allées du parc. Il n'était plus ce petit garçon recroquevillé sur lui-même, mais un enfant solaire, bavard, qui se faisait des amis avec une facilité déconcertante. Il grimpait au toboggan, criant de joie. Son visage tourné vers elle pour s'assurer qu'elle partageait son bonheur. Elle lui répondit par un sourire sincère, un sourire qui venait du plus profond de son être. La vigilance anxieuse avait laissé place à une quiétude sereine. Son véritable chef de œuvre n'était pas un bâtiment de verre et d'acier, mais ce petit être résilient qui courait vers elle, les bras ouverts, la preuve vivante que l'amour, lorsqu'il est fondé sur la vérité, peut reconstruire n'importe quelle ruine. Élise comprit enfin que la véritable architecture d'une vie ne réside pas dans les structures que l'on érige pour impressionner le monde, mais dans les fondations de sécurité et de confiance que l'on bâtit pour ceux que l'on aime. Sa quête de perfection était achevée le jour où elle avait accepté sa propre faillibilité, transformant sa plus grande erreur en sa plus grande force. L'histoire d'Élise nous rappelle que derrière les portes les plus closes se livrent parfois les batailles les plus importantes. C'est en continuant à partager ces récits que l'on peut briser le silence. Si vous pensez que chaque voix mérite d'être entendue, votre abonnement nous aide à donner de la lumière à celles qui en ont le plus besoin.